Hello hello, bienvenue dans cette série de voyages au fil des anecdotes. Je suis Cynthia Lévation, énergéticienne, et dans ce podcast, je vous invite à plonger dans l'aventure qui m'a permis de découvrir ce qui était enfoui au plus profond de moi. À travers mes expériences, je vous partage mon chemin de transformation, mes prises de conscience et tout ce qui a fait naître ou renaître ma mission de vie et ma nouvelle vision du monde. Aujourd'hui, je vous emmène en Nouvelle-Zélande. Un voyage qui a été à la fois une quête de liberté et une confrontation à moi-même. Au fil des paysages magnifiques et des expériences intenses, j'ai appris à écouter les signes que la vie m'envoyait. Une expérience qui a été un véritable miroir pour moi, me poussant à m'adapter à un nouveau mode de vie en van, à partager un espace réduit et à apprendre à mieux me connaître à travers la relation à l'autre. Prenez une grande inspiration, laissez-vous guider et embarquez avec moi dans ce voyage intérieur. Je vais vous parler de ma coloc de voyage. Je l'appelle ma coloc de van. On la prénommera Juliette. Juliette et moi, on se connaît de la salle de sport. Plutôt de la salle d'escalade. On a quelques potes en commun, mais on se connaît pas beaucoup. Et un jour, au cours d'une discussion, plutôt banale, on parle de nos envies de voyager. Le courant passe très bien, et on décidera quelques temps plus tard de se retrouver en Nouvelle-Zélande. On est d'accord sur pas mal de points, on n'y va pas pour faire du shopping ou pour rester des heures à la plage. Ce qu'on souhaite, c'est visiter et découvrir. Elle connaît la vie en van, mais pas moi. Alors, après quelques échanges, on décidera que je partirai la rejoindre. Nos envies semblent correspondre. La vie est plutôt bien faite. On est le 24 janvier 2023. C'est le jour du départ. Ma sœur et sa maman m'accompagnent à l'aéroport. D'ailleurs, ma sœur m'a fait la surprise. Elle n'était pas censée être là, mais quand j'ai ouvert la porte, elle m'a dit « Coucou, c'est moi !» Et j'ai même pas été étonnée de la voir finalement. Ça lui allait bien de me faire une surprise. Je me souviens que tant que j'avais pas déposé mes valises, j'avais peur que quelque chose m'empêche de partir. Et une fois que c'était fait, je me suis sentie soulagée. Et avant de partir, je les ai regardées toutes les deux et je me souviens leur avoir dit en pleurant que finalement, tout ce que je voulais, c'était d'être heureuse. C'était de raviver la flamme qui s'était éteinte à l'intérieur de moi. Elles m'ont souhaité le meilleur. Elles m'ont dit qu'elles m'aimaient et qu'elles voulaient que je retrouve la joie. Ça y est, je rentre dans l'avion. Je peux souffler. Je suis vraiment partie, ça y est, je l'ai fait. Je crois que j'avais jamais fait un vol aussi long. J'ai 2 escales, une à Francfort, une à Dubaï, et à Dubaï, j'ai 11 heures d'escale. Bon, c'est pas grave, j'avais prévu de bosser. Parce que moi, je fais du web. Ça fait quelques années déjà que je suis à mon compte. J'aime bien ce métier. En tout cas, pendant longtemps, j'ai bien aimé ce métier. Et je me dis que c'est pas grave, j'aurai quelques heures à facturer, et donc que ce sera pas perdu. À chaque fois que je rentre dans un avion, je me demande qui va être mon voisin. Et j'espère qu'il va sentir bon et surtout qu'il va pas ronfler. Pour aller à Auckland, depuis Dubaï, il y a 16 heures de vol. Et 16 heures de vol, c'est super long. Surtout que je trouverai pas le sommeil. Et là, je me suis promis de plus jamais prendre un vol aussi long ou qui dépasserait les 10 heures. Bon, allez, 12. Ça dépend où on va. J'ai mal au dos parce que quand j'ai bossé, je me suis mal assise. Et en plus, à côté de moi, il y a une dame qui a 2 bébés et les pauvres vont pas arrêter de pleurer tout le long du trajet. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont pas arrêté de pleurer tout le long, mais c'est juste que j'avais oublié mes boules caisses. Je suis entourée de 2 personnes, un homme, une femme, qui sont très sympas. Et cet homme se met à me parler dans un anglais approximatif. Il me raconte qu'il a quitté sa famille et son pays pour aller mieux gagner sa vie ailleurs, dans l'espoir de leur offrir une meilleure vie. C'est la première fois qu'il voyage et qu'il part de chez lui. Le 2e avion qu'il prend en 2 jours. Enfin, depuis le début de sa vie, quoi. Et là, à un moment, je sens qu'on touche un sujet vraiment sensible parce qu'il a les larmes aux yeux. Il me parle de son fils qui n'a pas encore 1 an. Et il ne sait pas quand est-ce qu'il pourra le revoir. Ni lui, ni sa femme. Alors, tout à coup, mes problèmes semblent bien moins importants. Moi, je pars pour trouver du plaisir, pour retrouver du plaisir, pour retrouver la joie. Lui, il part par survie. Et là, je me dis que on est dans le même avion, mais qu'on n'est pas dans le même bateau.
J'arrive enfin à Auckland après ce voyage qui me paraissait interminable. Je suis excitée comme une puce et je suis super contente de retrouver Juliette. D'ailleurs, elle est arrivée bien un mois avant moi. Et elle a réussi à nous trouver un van. Pas chose facile en cette période de l'année. Et à ce moment-là, quand j'arrive, elle me propose soit de rester dans la ville, soit de partir. Mais elle me précise qu'elle pense qu'il vaut mieux partir parce que le mauvais temps arrive. Et qu'en plus, la ville, c'est pas top. Donc on prend rapidement la route, directement après mon arrivée, on s'en va et on roule quelques heures. Le lendemain, il y a une tempête qui va inonder la ville, causant d'énormes dégâts. Les routes sont détruites, les véhicules sont immobilisés, noyés, et il y a des habitants qui sont coincés. Nous, on roule tranquille. On a évité la tempête. Bon, il fait pas grand soleil, il pleut un peu, mais on n'est pas dans la tempête. Elle sait bien lire les cartes météo et son instinct nous a sortis d'une bonne galère. Il y a un moment, il faut que je prenne le volant. J'ai pas reçu mon permis international, mais c'est pas grave, on a trouvé une solution pour faire traduire nos permis français. Et donc là, on s'en va vite récupérer mon petit papier officiel pour que je puisse enfin conduire. On sort de la ville et à un moment, Juliette me dit « Allez, il est temps, tu vas conduire. » Waouh, ok, c'est le moment. Moi, j'ai jamais conduit à gauche. Et encore moins un van, moi j'ai toujours conduit des petites voitures, des petites citadines. Bon, je vous avoue, dès la première heure, j'ai percuté un cône de signalisation qui a volé presque sur une autre voiture. On a évité toute catastrophe, c'est bon, et on n'a pas abîmé le van. Tout va bien. D'ailleurs, le van, on l'a appelé Alfie. Donc, Alfie va bien. C'est pas facile, finalement, de conduire dans l'autre sens, mais ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que depuis que je voyage, je sais jamais dans quel sens il faut rouler. C'est-à-dire que ça peut m'arriver de me dire « Aïe, 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 je roule à droite ou je roule à gauche ». Bon, heureusement, Juliette m'a donné un conseil infaillible, c'est que le conducteur est toujours près de la ligne du milieu. Je vous laisse imaginer la route, regardez où est la ligne du milieu, et vous, quand vous conduisez, vous devez être proche de cette ligne. Bon, ça marche que si vous conduisez une voiture, parce que si vous êtes en scooter, bah là, va falloir réfléchir un petit peu plus. C'est la liberté. Ce voyage, ce sont des paysages incroyables et une liberté folle. On va traverser l'île du Nord pour rejoindre celle du Sud en ferry. Là-bas, il paraît que les paysages y sont grandioses. On descendra tout en bas de l'île du Sud, là où il fait bien froid même en été. On y verra la mer de Tasman enneigée et des paysages mais que je peux même pas vous décrire. Je vais peut-être mettre une petite photo si vous êtes sur YouTube. Je sais pas si vous le savez, mais il y a un trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique qui affecte en partie la Nouvelle-Zélande, en particulier pendant les mois de printemps et d'été. On m'avait prévenu, mais au cours d'une balade, j'ai pas mis de protection solaire. Et je me suis dit, bon, ça va le faire. Et en moins de 15 minutes, j'avais pris un énorme coup de soleil. Mais vraiment, ça m'a fait très mal. Ouais, là-bas, le soleil, ça rigole pas. Donc si vous devez partir en Nouvelle-Zélande, n'oubliez ni vos lunettes, ni de quoi vous protéger, et de protéger votre peau. Ce road trip, c'est avant tout un sentiment de liberté absolue. On peut rouler pendant des heures sans croiser d'habitation. Seulement des moutons et des vaches. Beaucoup de moutons et beaucoup de vaches. C'est un régal pour les yeux et pour l'esprit. Il y a des champs à perte de vue, des forêts à perte de vue. C'est immense. Ça ressemble un petit peu à la Côte d'Azur, sans les habitations. Oui, c'est vrai, la Côte d'Azur, c'est vraiment beau. Mais la Nouvelle-Zélande aussi. Les paysages sont à couper le souffle. Chaque tournant révèle une nouvelle merveille. Les forêts, la végétation se mélangent. On a pu admirer des phoques et des couchers de soleil sur des plages sans fin et même voir des glaciers. Ouais, on a aperçu le Fox glacier depuis une forêt tropicale. Si, je vous le promets. Cette rando est accessible depuis le village de Franz Josef et c'est pas partout qu'on peut voir ça. La nuit, on voit facilement la Voie lactée. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau! Dans l'hémisphère sud, où se trouve la Nouvelle-Zélande, les constellations qu'on peut observer sont différentes de celles de l'hémisphère nord. Par exemple, la constellation de la Croix du Sud est une constellation emblématique visible en Nouvelle-Zélande. Mais on ne peut pas la voir en France. Je suis de l'autre côté de la Terre. En plus, j'adore cette île. Il n'y a pas d'animaux dangereux, il n'y a rien de mortel. Il y a 0 serpent, pas 1, pas 2, pas 3, 0 serpent sur l'île. C'est une joie de traverser la jungle,
sans me dire que je vais potentiellement rencontrer un gros reptile. Bon, il y a des requins dans la mer, mais c'est pas grave, quand on se baignera, on n'ira pas très très loin. On fait beaucoup de rando, et c'est un vrai challenge pour moi. Contrairement à Juliette, qui est très endurante, je préfère les efforts courts et intenses. Bon, vous le savez, moi, je fais de l'escalade, je fais du bloc. Et le bloc, c'est généralement 8 moves très durs, alors que l'escalade en voie, ça peut être beaucoup plus long que ça. Et moi, je suis un petit peu flemmarde dans tout ce qui est long. Mais je m'habitue. Plus les jours passent, à chaque kilomètre de plus, je m'habitue à marcher plus vite, plus longtemps. Et je suis contente. Je sens que ça fait du bien à mon corps. Et ça fait du bien à ma tête aussi. On se repose pas beaucoup. On bouge tous les jours. On change de lieu souvent. Les moments de pause, je les consacre à mon travail, quand la connexion le permet. Je travaille, comme je vous l'ai dit, dans le web et j'ai toujours bossé à distance. Ça arrive que parfois on n'ait pas de connexion et je dois vous avouer que quand c'était le cas, j'étais soulagée parce que je me disais que si je pouvais pas bosser, je pouvais pas me sentir coupable. C'est quand même cool de pouvoir partir sans poser de vacances quand j'en ai envie. Partir aussi longtemps que je le veux. Tant que mon budget le permet. Je découvre que voyager en van, c'est toute une organisation. Faut gérer l'eau potable, les eaux grises, trouver des stations pour faire des vidanges et surtout apprendre à être ordonné. Chacune a son espace de rangement pour éviter de tout mélanger et de foutre le bordel. En Nouvelle-Zélande, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas si facile de trouver des endroits où se poser pour dormir. C'est très réglementé à cause du grand nombre de voyageurs. On utilise des applications pour repérer les zones autorisées, mais il faut souvent arriver tôt pour trouver une place, même en pleine nature. On a croisé plusieurs personnes réveillées à 6h du matin par la police locale ou des gardes avec une amende salée à la clé. Ouais, si tu te gares pas dans les zones autorisées, même si t'as une roue qui dépasse, t'as pas le droit. Et en Nouvelle-Zélande, faut suivre les règles. Il nous arrive de dormir dans des espaces privés considérés comme des campings autonomes. Tu arrives, tu remplis une fiche et tu payes ta place. Tu mets le tout dans une boîte. Tu fais tout ça comme un grand. Et tout le monde joue le jeu. Faut s'organiser pour d'autres choses, pour la nourriture par exemple. Au début, on s'est fait avoir parce qu'on n'avait pas de frigo et on avait stocké les légumes dans des caisses. On avait tout bien rangé, c'était beau, c'était propre, notre petite kitchenette était bien entretenue. Mais au début, ça a pourri parce qu'il fait très chaud le jour, il fait froid la nuit, mais la journée il fait très chaud le jour. Et si tu gares ton van au soleil et pas à l'ombre, t'as des surprises. Donc on s'est mieux organisé au niveau des provisions, la nourriture sèche, les fruits, les légumes. Et tout doit être planifié en fait, même les repas. On a dû s'organiser pour les douches aussi, parce qu'on avait une douche portative, mais on a préféré les douches publiques. En Nouvelle-Zélande, il y en a pas mal aux abords des villes, et elles sont super propres. Les sanitaires sont même parfois tout automatiques. Tu rentres, la porte s'ouvre toute seule, et il y a une dame qui te dit gentiment que tu as 10 minutes avant que la porte se réouvre. C'est très propre. Les gens sont ultra respectueux. Non, vraiment, ce sont des petites salles de bain bien propres dans lesquelles tu peux te laver les dents sans te dire que ça sent mauvais et que tu vas tomber malade, quoi. Bon, pour les douches, souvent, il n'y a que de l'eau froide. Et parfois, elles ne servent qu'à se rincer car elles s'évacuent directement dans la nature. En Nouvelle-Zélande, on rigole pas sur le respect de la nature. Leur écosystème est vraiment très fragile et il faut faire attention à ce qu'on ramène dans le pays. On est très contrôlé. Quand vous arrivez à l'aéroport, si vous avez de la boue sous vos chaussures, vous devez passer au vermifuge et au nettoyage. Et ça vous coûtera quelques centaines de dollars. Hein. Donc faites attention. Donc on s'organise aussi pour planifier nos douches en fonction de nos activités. Il y a des fois on ne pourra pas se doucher parce qu'on va finir de rouler beaucoup trop tard et que se doucher en plein froid, la nuit, ça nous dit pas trop. Mais quand on a fait une rando, là, c'est hors de question de dormir sale dans nos draps tout propres. Toutes les deux, on est d'accord, on ne se couchera pas sale dans Alfie. Des fois, on trouve des douches payantes. Vous savez, celles où on met une petite pièce et vous avez 2 minutes d'eau chaude. Alors généralement, on faisait ça quand on avait besoin de se laver les cheveux ou qu'on avait vraiment très froid. On pouvait faire ça aussi dans des stations essence. Il y avait dans notre application, on pouvait retrouver les endroits pour se doucher, eau froide ou eau chaude. Et le truc qu'on préférait faire,
Quand on arrivait dans une ville, c'était de chercher s'il y avait une piscine ou un sauna, un lieu dans lequel on pouvait aller et se doucher tranquillement et profiter des installations. Donc quand on pouvait aller se baigner à la piscine, faire un petit jacuzzi pour se détendre et puis prendre une douche de plus de 3-4 minutes, ben on en profitait. Et là, on se récurait bien. On se récurait bien à fond, comme ça on repartait toute propre, toute neuve pour reprendre la route dans le van. J'adore la sensation de liberté, de pouvoir partir où je veux, quand je veux. Cette expérience m'a fait aussi réaliser que même si j'aime l'aventure, j'aime aussi mon confort. Et je crois que je pourrais pas vivre éternellement en van. Donc mes projets d'en acheter un en rentrant en France se sont un peu estompés. Je vais aborder le sujet de la cohabitation. Voyager en van avec une copine, c'est aussi cohabiter dans un espace très restreint. C'est même pas un très grand van, c'est surtout une super voiture familiale très bien aménagée. On peut dormir, on a un grand lit, on a une petite kitchenette, on conduit à l'aise, on a des rangements, tout se passe bien. Et on peut plier le lit si on a envie d'en faire un petit canapé pour manger à l'intérieur. Bon, revenons à la cohabitation. C'est pas toujours évident. Ça engendre des tensions parfois, du stress et des incompréhensions. Ma coloc de van est plutôt organisée. Elle gère tout avec efficacité, mais nos différences de fonctionnement créent parfois des frictions. Moi, je suis plutôt à la cool. Et j'aime pas spécialement planifier tout ce qu'on va faire, où on va petit déjeuner, déjeuner ou dîner les jours suivants. J'aime bien arriver, trouver un endroit que je trouve beau et m'arrêter là. Sur l'organisation des activités, on a toutes les deux des choses qui nous feraient plaisir, mais moi je reconnais que je suis toujours contente de tout. Et parfois, j'ai l'impression que ce que j'organise ne lui plaît pas vraiment. Alors de plus en plus, je préfère la laisser organiser. Et je me dis que si on fait ce qu'elle veut, ça lui fera plaisir, et comme moi tout me va, ben tout le monde sera d'accord. Mais du coup, elle a l'impression de tout prévoir seule. Et ça lui pèse. Là, on se retrouve face à un petit souci de communication qui va créer de la tension avec le temps. On aura du mal à gérer ça. Et on ne trouvera pas vraiment de solution. Même si ça nous arrive de beaucoup rire et de nous amuser et de profiter, il y a cette petite tension qui règne. De mon côté, je ressens comme une peur d'être seule, mais je sens que c'est ce dont j'ai besoin. Je me surprends à rêver des fois d'être toute seule sur la route. Et je commence à comprendre que je dois m'émanciper. D'ailleurs, après la Nouvelle-Zélande, on avait prévu de partir à Bali, mais on s'était toujours dit que si on n'était pas d'accord, chacune prendrait son chemin. Du coup, à ce moment-là où je commence à rêver de partir de mon côté, je le garde pour moi, j'introspecte. Je le mets dans un coin de ma tête et je continue le périple. Et puis un jour, on aborde le sujet. On évoque l'idée de continuer le voyage chacune de notre côté, tout en prévoyant se retrouver plus tard. Donc on se dit qu'on va commencer Bali ensemble, et puis qu'après, on fera chacune notre road trip de notre côté, et que quand on le pourra, on se retrouvera. Pourtant, on décide de faire quelques jours ensemble aux Philippines. Presque sur un coup de tête, on prend un billet d'avion qui est censé nous emmener de Bali aux Philippines, et moi, j'ai prévu de revenir quelques jours après. Juliette, elle veut rester là-bas. En fait, il y a une information qui est importante pour la suite de mon voyage, c'est que le vol pour les Philippines va être annulé. Et que je vais décider d'écouter les signes et de pas reprendre un billet. Bon, à ce jour, ça fait 3 ans, j'ai jamais réussi à me faire rembourser, et c'est 300 € sur lesquels j'aurais pas craché, mais bon, je suis quelque part contente que ça ait été annulé. Vous vous souvenez qu'avant de partir, au début du mois de janvier, j'ai eu un rendez-vous avec un énergéticien. Et environ 3 semaines après, j'ai un rendez-vous à distance avec sa compagne. Elle, c'est une médium énergéticienne. Et on s'est encore jamais parlé. Du coup, pour pouvoir lui parler convenablement, je décide de louer un Airbnb pour prendre une chambre et avoir une bonne connexion Internet. Et surtout pour pas déranger Juliette. Moi, j'ai rendez-vous avec elle à 2h du matin et pour elle, il sera 14h en France. On est à Rotorua. C'est une ville qui sent le soufre. On a l'impression que nos habits sentent mauvais tout le temps. Et quand on arrive dans le Airbnb, c'est pas dingue. C'est un peu crade, les autres sont un peu bizarres, et on sent qu'il y a une énergie qui nous plaît pas trop, on n'a pas très envie de rester là. Du coup, moi je me dis que bon, tant que la connexion est bonne, c'est ce qui compte, et qu'on va pas rester très longtemps là. Donc même le soir, on s'éternise pas, on va manger dehors. Et le matin, d'ailleurs le lendemain matin, on prendra juste une douche et on filera très vite. Donc le soir, Juliette, elle décide de dormir dans le van. Moi, je peux faire mon call à 2h du matin.
Je me demande si ça va être aussi bien qu'avec lui, qu'avec son compagnon, et j'ai hâte d'entendre ce qu'elle a à me dire. Donc elle me raconte qu'elle a reçu une guidance, qu'elle a beaucoup de points à aborder avec moi, mais à un moment, elle capte une scène, et elle me parle de moi, à 2 ans, dans ma famille. Elle me pose des questions sur cet événement, et moi j'en ai aucune connaissance. Je peux pas vous en dire trop, parce que je souhaite respecter la vie de mes parents, la vie privée de mes parents. Donc ce que je peux vous dire, c'est un événement marquant dans lequel j'ai ressenti de la peur. Mais moi, je suis pas au courant de cet événement, on m'en a jamais parlé, et donc à ce moment-là, je suis un petit peu sceptique, je sais pas. Je sais que pour les semaines qui vont suivre, il y a un truc qui m'énerve, parce que je me dis peut-être que ça a été créé à cause de mon relationnel avec mes parents. Ma peur d'abandon, ma non-gestion de la dépendance affective. Et du coup, je l'avais déjà dit à mes parents avant de partir, je voulais pas qu'on m'appelle tout le temps. J'avais dit que je préviendrais, que je donnerais des nouvelles quand j'en aurais envie, mais que je voulais qu'on me laisse libre. Et là, ça me donne encore plus envie d'avoir de contact avec presque personne. Je mets ça de côté et j'introspecterai plus tard. Vous verrez que j'aurai des réponses. J'aurai des réponses et des confirmations de cet événement. Après ça, on reprend la route. Et je dois vous dire que tout au long du voyage, je voyais un peu des signes partout. Je voyais des mots qui me rappelaient des personnes qui partageaient ma vie avant. Il y a des coïncidences étranges. Et il y a des formes dans les nuages. Je vous le promets, on dirait un film. Les formes sont incroyables, on dirait que quelqu'un les dessine. J'ai des forts ressentis. Et la nuit, parfois, je sens comme la présence de ma flamme jumelle. Vous savez, cette autre. Cette autre avec qui je suis connectée. Je comprends pas, je suis à 16 000 km de là. C'est hyper perturbant. Est-ce que je suis en train de devenir folle ? Je comprends pas ce qui m'arrive. Alors j'en parle à l'énergéticienne et elle me dit bienvenue dans le parcours de flamme jumelle, Cynthia. Tu peux être où tu veux sur Terre, ton autre, tu le ressentiras tout le temps. T'es connecté. Donc même si tu fuis, t'auras toujours des sensations. Waouh, j'ai fait tout ce chemin pour ressentir encore ma flamme jumelle. Non mais c'est pas possible, sortez-moi de là. Juliette, elle me répète qu'il faut que je lâche prise. Mais moi je me dis qu'il faut que j'accueille les signes. Dans ma tête, je les analyse. Parfois même à outrance. Ça me prend beaucoup d'espace. Et le soir, quand je me couche, heureusement que je suis épuisée de tout le voyage parce que sinon, je crois que j'aurais pas bien dormi. Ouais, là-bas, je dors bien. Parce qu'on est tellement actif toute la journée que le soir, quand je travaille un peu, après je me mets au lit, je crois qu'il se passe pas 3 minutes avant que je dorme. Comme on allait bientôt partir, on a vendu le van. Et on a rejoint Auckland en bus pour les derniers jours du road trip. Du coup, pour les quelques jours qu'on passe à Auckland, dans cette grande ville, on dort dans une auberge de jeunesse. Les prix sont exorbitants. On a l'impression d'y passer tout notre budget. Et pourtant, la ville, c'est pas ce qu'on préfère. Avec Juliette, on profite de se balader chacune de notre côté. Et à un moment, je suis dans la ville et je passe devant un magasin tout à 3 $. Vous savez, ces sortes de babali dans lesquels il y a de tout à acheter. Et à un moment, je suis dans une allée, je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui me pousse à acheter un cahier avec des feutres. Et le seul cahier qui me plaît, c'est un cahier avec des licornes. C'est pas du tout mon style, les licornes. Vraiment pas. Mais là, je le trouve mignon et j'achète ce joli cahier pour enfants. Sur la couverture, c'est tout écrit en japonais. Oui, parce que c'était un magasin à 3 $ pour des ustensiles japonais. Oui, je sais, on est à Auckland, mais c'est comme ça. Le soir, je repars à l'auberge. On mange un bout avec Juliette et je décide après d'aller travailler un peu. Donc je suis sur le rooftop, c'est cool, je papote un petit peu, il fait bon, il fait chaud, je peux bosser quelques heures. Pendant une demi-mission, j'ai envie de prendre un feutre et j'ai envie d'écrire dans mon cahier. Je sais pas pourquoi, mais j'ai très envie d'écrire. Et ça me rappelle cette fois où j'avais fait de l'écriture intuitive. Vous savez, c'est quand les médiums, parfois, font ce qu'on appelle de l'écriture intuitive. C'est-à-dire qu'ils prennent un stylo et ils laissent leurs mains être guidées et ils vont écrire avec une écriture qui n'est pas la leur. Et ils vont écrire des mots, des phrases, sans savoir pourquoi. Bon, cette fois, c'est un peu différent. J'ai envie d'écrire, ma main n'est pas guidée pour écrire toute seule, mais c'est plutôt que j'entends des choses.
j'entends des phrases, des mots. Alors au début, ma main, elle fait quelques petits mouvements par elle-même, effectivement, mais après, je commence à entendre des phrases et je me mets à écrire. Et j'ai l'impression qu'on me parle. J'ai l'impression que le message s'adresse à moi. Je sais pas d'où ça vient, mais moi, je suis intriguée. Donc j'écris ces mots. C'est comme un poème. Je sais pas ce qu'il veut dire, mais il me plaît bien. Après presque 1 mois et demi en Nouvelle-Zélande, je me rends compte que vivre en van, avec quelqu'un qu'on connaît peu, dans un espace restreint, où on a peu d'intimité, c'est pas toujours évident. C'est quelque chose de partir une semaine avec des potes, c'en est une autre de vivre H24 avec quelqu'un pendant 1 mois et demi. Surtout quand c'est pas quelqu'un qui est proche de toi. On a dû apprendre à s'adapter à l'autre, à faire des concessions, jusqu'au moment où c'était plus possible pour nous. Il y a un moment, elle comme moi, on avait envie d'être authentique et de se respecter. Et on s'est dit, là, c'est le moment, peut-être, que chacune prenne son chemin. Alors, on est d'accord pour partir et commencer à faire quelques jours ensemble à Bali, mais qu'ensuite, chacune prendra sa route. Pendant ces quelques jours, j'ai appris à être plus à l'écoute des messages des autres, et surtout à accueillir les signes de la vie. Moi, je suis toujours en quête de quelque chose. Je sais toujours pas de quoi, mais je sens que ça arrive. Et ce petit poème que je viens d'écrire, j'ai l'impression qu'il va me guider quelque part. C'est flou, mais il y a un truc qui me pousse à y aller. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'aller trouver ces réponses. Alors moi, j'y crois. Moi, je me dis que la vie, elle me fait des signes, que j'arrive pas encore à les décrypter, mais je vais les suivre. Merci d'avoir pris un moment pour écouter cet épisode. Si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à partager, commenter ou liker. Vos retours sont précieux et me nourrissent. Toutes les informations concernant mes accompagnements sont disponibles en description ou sur mon site internet. Et si vous avez envie de partager vos pensées, je serai ravie de vous lire sur Instagram ou par mail. À très vite pour un nouveau voyage, et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye!